Il y a encore beaucoup de choses à, je pense, réfléchir en tant que société sur comment on considère les gens qui créent sur Internet et ce qu'ils créent sur Internet. Moi, je m'estime très chanceuse d'être rentrée dans une rédaction web à 20 ans. C'était déjà, je pense, la conjoncture de pas mal d'événements sociétaux à l'échelle du web français, notamment la montée de la nouvelle génération du féminisme. Ouais. C'était l'époque de la Ligue du LOL, etc. sur les réseaux, donc des choses moins jolies. Et il y avait aussi beaucoup moins de réflexion, je dirais, sur c'est quoi la vie de créateur de contenu et de créatrice, surtout c'est quoi la vie des femmes sur Internet. Le contenu reste, les plateformes changent. Donc mets pas tous tes œufs dans le même panier, focalise-toi sur le fond plutôt que sur la forme. Là aussi parce que c'est ce qui m'intéresse, mais je serai jamais une tueuse de montage TikTok, tu vois. C'est pas la peine que je passe 6 mois à essayer de le devenir alors que n'importe quelle gamine de 18 ans avec un smartphone, elle a instinctivement, y en a qui feront mieux que moi. Et donc je vais juste pas compter sur TikTok pour payer mon loyer ou sur Twitch, tu vois. Eh bien, bienvenue dans le Cloud. Aujourd'hui, on est avec Mimi Hegel. Bonsoir, enfin, bonjour. Bonjour, enchantée. Merci d'être là, merci de nous écouter, de nous regarder. Merci de l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir, merci de l'avoir accepté. Pour info, tu es ancienne rédac chef chez Mademoiselle, tu y as passé 10 ans genre, à peu près. Tout à fait, 10 ans pile. Ok. Je suis arrivée en avril 2012 et je suis partie en avril 2022. T'as eu le droit à ta boîte de chocolat ou un truc comme ça dès 10 ans? J'ai eu un très beau pot de départ, beaucoup de collègues et un très beau bouquet de fleurs et des sous. Trop bien. Tu sais, moi aussi, j'ai passé 10 ans dans une boîte. Quelle idée. T'étais censé avoir un tour en hélicoptère. Trop bien, ça. Sauf qu'ils l'ont arrêté juste avant, j'ai rien eu. Oh non. Même pas, ils ont remplacé par un truc genre un peu plus écolo mais cool. Tu sais, mais je crois qu'ils ont remplacé par une Wonderbox ou un truc comme ça. Oh non, nul. Le truc que j'ai même pas pris. Enfin, que j'ai pas fait, tu vois, au Wonderbox. Ouais, non, mais clairement. Bref, on parle pas de ça. on était venus pour parler de toi. Comme je disais, tu étais rédac chef chez Mademoiselle. Tu faisais des podcasts. Laisse-moi kiffer, si je dis pas de bêtises. Ça, je l'ai pas écouté. Moi, j'écoutais, comme je te disais, The Boys Club. Yes. Ouais, j'ai eu très tôt, à l'échelle de... Un peu avant la bulle du podcast des médias, on a lancé des podcasts chez Mademoiselle avec notamment le fondateur et PDG de l'époque, Fabrice Florent. Et j'en avais très tôt à moi parce que c'était un format que j'aimais déjà beaucoup. Donc j'ai eu l'émission, beaucoup de jeux de mots. Hein. Ouais. J'ai eu le Boys Club, c'est sûr, qui était mon premier format régulier sur les masculinités. Il y a eu Laisse-moi kiffer, qui était un podcast choral où on était 4 et on faisait des rendez-vous hebdomadaires. J'ai fait des débriefs de séries, genre Game of Thrones, etc. chez Mademoiselle. Donc il y avait plein de choses à explorer là-dedans. T'as commencé quand les podcasts? Ouais, je crois que mon premier, c'était 2013 ou 14. Ah ouais, tu fais partie des early creators, quoi. Ouais, j'ai commencé à en écouter en 2011-2012 avec Studio 404. Ah oui. L'émission de société numérique. Ouais. Et tout de suite, j'ai accroché au format long, déjà. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait au moins 1 heure d'écoute. Parce que j'aime bien, je me mets à faire mon ménage ou la cuisine et j'ai pas envie toutes les 10 minutes de devoir chercher un autre épisode. J'aime bien, moi le format vidéo il m'a jamais passionnée, j'ai jamais été très YouTube, très Twitch en tant que spectatrice, du coup la plupart des podcasts, même ceux qui sont filmés, j'avoue, j'écoute plutôt en audio. Et l'aspect vraiment terrain de jeu indé, alors moi je fais que des podcasts on va dire de conversation où il n'y a pas beaucoup de montage, de création sonore et tout, mais j'ai connu notamment Thomas Hercouet qui était à l'origine de plein de podcasts indépendants assez zinzin et qui lui faisait beaucoup d'expérimentation technique. Je me souviens qu'il avait une passion pour le binaural, donc le fait que tu entends d'une oreille et puis de l'autre, et du coup il faisait des fictions audio et tout, et j'étais là, ok, il y a plein de choses qui peuvent se passer, bien avant qu'on commence à parler de studios de podcasts indépendants, d'annonceurs, de comment gagner des sous. C'était juste une façon différente de faire du contenu qui, moi, correspondait bien à mes centres d'intérêt. Ouais, je pense que la grosse vague podcast, ça va être 2018-2019, où là, il y a plein de trucs qui ont émergé. Et donc, toi, tu étais là avant? J'étais là avant, mais Mademoiselle a été un média précurseur sur plein de choses en vrai. Et on faisait des podcasts avant que ce soit cool. Et on faisait des lives sur YouTube avant d'en faire sur Twitch. Enfin, il y a toujours eu une idée d'expérimenter aussi avec les formats du web. Peut-être parce que le magazine a toujours été un pure player, donc 100% en ligne. Du coup, ça a toujours été un format transmédia. Donc, c'était juste toutes les nouvelles façons de diffuser nos messages, nos valeurs, et d'être Mademoiselle et de diffuser la ligne édito était bonne à prendre, quoi. Ensuite, il y a eu, bien sûr, les vidéos courtes, Snapchat, etc. TikTok, etc. Et ça aussi, on s'y est mis, même si c'était moins ma génération et moins mes centres d'intérêt personnels.
Donc ouais, on était là tôt, mais pas dans une démarche de... En tout cas, moi, dans ma tête, c'est pas qu'il y avait pas de démarche financière, mais déjà, je le faisais pour un média pour lequel je travaillais, donc c'était pas à moi de rendre le podcast rentable. Moi, j'étais payée à la fin du mois, qu'il y ait 2 écoutes ou 200 000 écoutes, quoi. Et c'était voilà, plus un terrain de jeu, une boîte à outils. Et je pense on a peut-être moins identifié nos contenus comme des podcasts engagés que d'autres studios qui se sont lancés justement quelques années plus tard et qui étaient très ancrés dans... il y avait les podcasts féministes, il y avait les podcasts antiracistes, etc. Nous, c'était des valeurs qu'on diffusait. Je dis nous parce que c'était vraiment toute une rédaction, je n'étais pas toute seule. C'était des valeurs qu'on diffusait dans nos contenus, mais c'est vrai qu'on n'estampillait pas forcément l'argument. C'était pas le podcast féministe de Mademoiselle, voilà. Le podcast, ouais, ok. On avait un podcast sexo qui s'appelait L'émission et qui était très très suivi. Il y a encore des gens qui s'en rappellent avec émotion. Mais voilà, c'était plus une façon de parler à notre communauté. Et donc, tu as quitté Mademoiselle en quelle année ? En 2022. Et donc, à ce moment-là, j'imagine, il devait y avoir plein de trucs qui se passaient dans ta tête. Déjà, se lancer en indé, ça doit pas être rien, j'imagine, parce que là, comme tu le disais, tu étais payé à chaque... tout le temps, quoi, tous les mois. Mais j'étais aussi obligée d'aller dans un open space 5 jours par semaine, donc... Exactement. Exactement, il y a une petite balance qui se crée, et a priori, tu as choisi ton camp. Ouais, mais j'ai été très heureuse au travail, très épanouie pendant longtemps, et je pense que ça m'a amené les compétences et la confiance en moi nécessaires pour pouvoir me lancer en indé. Je me dis pas, j'aurais dû me lancer en indé il y a 10 ans, ou comme ça je serais une star de Twitch, ou une star du podcast et tout. Je pense que je suis très contente et chanceuse d'avoir eu cet encadrement, d'avoir eu toute une équipe et toute une boîte en fait, qui fait que quand je rate, c'est pas que moi qui rate, quand je réussis, c'est pas que moi qui réussis, que les compétences, elles sont partagées, que les idées, il y a de l'émulation et tout. Donc me lancer en indé, c'était, je pense, plus simple pour moi que pour beaucoup, parce que je savais les compétences que j'ai. Je sais que je sais faire du podcast, je sais que je sais écrire, etc. J'ai littéralement été payée pour ça pendant 10 ans. J'ai aussi expérimenté pas mal de galères de création de contenu en interne dans la boîte. Donc j'ai une communauté qui me suit aussi. Je suis partie de Mademoiselle avec 15 000 abonnés Instagram, ce qui est beaucoup. Et c'est un très bon coup de pouce pour se lancer. J'ai créé ma chaîne Twitch, j'avais un truc genre 200 followers avant même de faire un live parce que les gens m'ont suivi. Donc ça, quand je vois la galère que c'est d'avoir ses premiers 10 auditeurs, ses premiers 10 viewers et tout, moi au moins je suis partie avec un peu d'avance, quoi. Tu partais pas de zéro. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui te servent encore aujourd'hui d'ailleurs dans Mademoiselle ? Ouais, tout, vraiment, j'y suis rentrée à 20 piges après une licence, donc il y a quand même beaucoup de mes compétences que j'ai soit appris, soit affinées là-bas. Au final, tu sais déjà de la création de contenu là-bas, donc... Oui, c'est ça, j'écrivais, je tournais des vidéos, que j'écrivais aussi parfois, je participais à des réunions de brainstorming autour de plein de sujets, donc j'ai pu un peu toucher à tout. Donc je peux pas dire qu'il y a une des compétences que j'utilise au quotidien qui ne vient pas de Mademoiselle, à part peut-être celle de gérer mon propre budget, d'aller trouver mes propres clients, etc. Voilà l'aspect indé. Moi, j'étais pas commerciale chez Mademoiselle, j'étais édito. Et il faut savoir se vendre, aller, tu vois, moi, je suis... LinkedIn, quand je l'ouvre, je fais une crise d'angoisse, quoi, parce qu'en fait, j'ai jamais eu à chercher du taf de ma vie. J'ai trouvé un stage qui est devenu un CDD, qui est devenu un CDI, et maintenant, je suis indé. Donc, j'ai pas du tout les codes de même comment, tu vois, se mettre en avant, valoriser ce que je fais professionnellement sur cette plateforme. Ça me rendrait sûrement service pour informer plein de gens que, hey, je sais faire ça, mais c'est pas du tout mon univers. Donc, j'essaye, j'apprends, mais voilà, l'aspect... En fait, tout ce que je fais que j'ai pas appris chez Mademoiselle, c'est l'aspect être sa propre chef d'entreprise, on va dire. Et du coup, ce que t'attendais vs la réalité, ça donnait quoi ? Franchement, alors il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun moment où je me dis j'aurais pas dû, ou alors où je me dis j'aimerais bien repartir dans le salariat, retrouver un job et tout. Parce que la liberté dont je dispose en termes de temps, de rythme et de création de contenu, elle est hyper précieuse pour moi. J'ai aussi la chance, tu vois, genre j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas de prêts à rembourser, je peux me permettre, là financièrement c'est pas la fête, tu vois, mais je peux me permettre d'être un peu en galère et d'avoir des petits rappels de l'URSSAF de temps en temps sans me dire oulala, ils vont venir me saisir à la voiture ou quoi, tu vois. Moi, je vis une vie relativement simple. Et après, c'est plus des questions de où mettre son énergie, où la concentrer, comme je crée du contenu sur diverses plateformes et sous divers formats. J'ai aussi d'autres missions, je donne des cours en école de journalisme ou de com, je suis conceptrice-rédactrice pour des bouquins, enfin, il y a pas mal de choses et il faut à la fois
faire l'équilibre entre ce qui est le plus rentable et ce qui te fait le plus kiffer, ce qui t'enthousiasme et qui t'ouvre des possibilités. Donc ça, c'est jongler en permanence, quoi. Il y a pas mal de choses qu'on voit pas au final dans ce que tu fais. Oui, il y a pas mal de choses qui sont moins publiques. Donc, je fais, tu vois, je parle dans mes stories ou quoi sur Instagram du fait que là, je suis à Lille pour donner cours à l'ESJ, mais c'est pas comme je suis nulle en LinkedIn. C'est pas quelque chose qui est hyper public. Et c'est aussi, pour le coup, un truc très précieux, je pense, que j'ai appris chez Mademoiselle, c'est à décliner une bonne idée en plein de contenus différents ou à décliner un contenu en plein de contenus. Donc là, je le fais un peu moins, il faudrait que je m'y remette, parce qu'il faut aussi s'auto-motiver et tout. Mais par exemple, c'est arrivé que je fasse des interventions où il n'y avait pas de captation et où moi, je me débrouillais pour me filmer ou m'enregistrer moi-même. Et ensuite, j'en faisais un live en mode on regarde mon intervention et on réacte ensemble sur Twitch. Ah, c'est trop bien, donc voilà, c'est des choses comme ça auxquelles il faut un peu penser. Typiquement, je pourrais faire un stream... qu'est-ce que j'ai appris de mon semestre à donner cours à des futurs journalistes à Lille, tu vois. Donc c'est aussi... c'est des compétences et des réflexes que j'ai. Après, c'est à moi de trouver maintenant l'énergie de les mettre en place, là où avant, encore une fois, j'avais une équipe et aussi une to-do plus claire. Tu vois, j'avais des tâches assez claires et des façons assez simples de voir, les articles, ils performent, on voit qu'il y a des vues, il y a des commentaires, machin. Là, c'est un peu plus éparpillé, mais c'est aussi une discipline personnelle de se créer sa propre routine. Et selon ma psy, c'est galère pour tout le monde. Je suis assez d'accord avec elle. Je pense, grave. Donc, et puis, il faut résister en tant que freelance qui bosse sur Internet, donc chez moi. Il y a le canapé pas loin, et puis toujours, un bout de vaisselle à faire, un truc, il faut rester quand même concentré. Après, j'ai la chance d'avoir pas mal de collaboratrices et collaborateurs qui sont aussi indés, un peu dans le même domaine que moi, soit sur Twitch, soit en podcast, en tout cas sur la création web. Et d'avoir mon compagnon aussi qui est journaliste indépendant et créateur de contenu indépendant. Donc, j'ai des collègues, tu vois. J'ai des gens avec qui échanger sur « j'ai eu telle idée, vous en pensez quoi ?» Ou même parfois, on me propose telle OP, on me propose tant. Est-ce que vous pensez que je peux demander plus ? Qui sont des choses où je vois quand je participe à des formations ou quoi pour des créateurs et créatrices de contenu un peu plus débutants, c'est vraiment hyper dur de savoir combien demander d'argent, de savoir qu'on a le droit de demander de l'argent aussi. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'ai apprises de 10 ans de vie pro, mais aussi je continue à avoir des gens de confiance à qui je peux parler de ces problèmes-là, quoi. C'est vrai que tu es arrivée en mode créatrice de contenu, indépendante, à 30 ans, quoi. Donc, tu avais déjà de l'expérience et quand tu as, je sais pas, moi je pense à une Oxtag, tu vois, c'est des gamins, tu vois. Au début, ça devait être très compliqué, les partenariats, les choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de prédation, on va pas se mentir. Moi, j'ai encore des marques qui me proposent de me payer en paire de lunettes ou en culotte, tu vois, et je suis là, vraiment, ça paye pas mon loyer. Et ça fait un petit moment que je suis dans le business et qu'on a collectivement décidé que peut-être on arrête de travailler gratuitement. C'est pas mal. Donc, je vois bien comment tu peux te faire avoir à la fois par des annonceurs qui, selon moi, ne rémunèrent pas ton travail correctement, ou alors t'en demandes beaucoup trop pour pas grand-chose. Des fois, j'ai des propositions genre il faut que tu aies notre logo sur ta page Twitch, sur ton live Twitch pendant 1 mois et que tu nous mentionnes au moins 4 fois par stream et que tu fasses autant de streams par mois pour 100 balles. Je fais, mais calmez-vous quand même. Ça, c'est du HelloFresh. C'est un sponsoring. C'est un truc total, quoi. C'est HelloFresh. Entre autres, il y a pas mal de marques qu'on voit revenir sur Twitch. Mais c'est aussi pour des créateurs et créatrices plus débutants, au moins, c'est des contrats qui rentrent d'eux-mêmes, en tout cas, c'est toi qui es sollicité, c'est pas à toi d'aller démarcher. Donc, c'est une autre dynamique. Moi, je m'estime très chanceuse d'être rentrée dans une rédaction web à 20 ans parce que c'était déjà, je pense, la conjoncture de pas mal d'événements sociétaux à l'échelle du web français, notamment la montée de la nouvelle génération du féminisme. C'était l'époque de la Ligue du LOL, etc. sur les réseaux, donc des choses moins jolies. Il y avait beaucoup de cyberharcèlement qui visait les personnes militantes ou identifiées comme militantes de gauche sur les réseaux. Et il y avait aussi beaucoup moins de réflexion, je dirais, sur c'est quoi la vie de créateur de contenu et de créatrice, surtout c'est quoi la vie des femmes sur Internet, c'est quoi le rapport. On parle beaucoup maintenant de relations parasociales. Tout ça, c'est pas des discours que j'entendais en 2012, c'était tout nouveau. C'est vrai. Et en fait, du coup, ça m'a permis de trouver ma place sur Internet sans être solo. Parce que si j'avais été jeune, future aspirante journaliste web
piégiste ou toute seule dans ma chambre à essayer de faire des vidéos et tout, je pense que j'aurais fait évidemment plein d'erreurs. Et j'en ai déjà fait pas mal. Je les ai faites en équipe et il y en a plein que j'ai évité parce que y avait des pros autour de moi qui avaient déjà du métier et qui me disaient non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc pour moi, c'est une chance d'avoir pu être, de faire ça dans un cadre pro sans vivre l'expérience de beaucoup de créateurs et de créatrices qui est non seulement je me suis lancée tout jeune et j'ai appris sur le tas, mais aussi il y en a beaucoup qui se sont lancés à l'époque où on pensait pas que ça pouvait être un métier. C'est vrai. Et du coup, la démarche est très différente. T'es Antoine Daniel qui lance What the Cut dans sa chambre quand il a, 20 piges. Je pense pas qu'il se dit que ça va être son métier. Du coup, les enjeux, c'est très différent. C'est juste partager ta passion. C'est fun, quoi. Il peut y avoir, de l'ego, il y a une communauté. Au bout d'un moment, il y a les chiffres qui montent et tout. Mais c'est très différent que de se dire, il faut que j'en vive. Faut que ça paye mon loyer, les impôts, etc. toute l'année, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai pu me lancer là en 2022 avec une vraie démarche professionnelle qui est réfléchie et qui est au moins un petit peu budgétisée de ok, ça va être quoi mes rentrées mes sources de revenus. Je suis partie de Mademoiselle, j'avais déjà une agence qui représente des talents du web qui voulait me représenter et tout. Donc encore une fois, j'ai pas commencé de rien comme beaucoup d'autres. Ouais. Et tu parlais de trouver ta place. Alors comment j'imagine que tu l'as trouvée, tu l'as définie comment? Comment tu te définis en quelques Je l'ai trouvée, oui et non, parce que je pense qu'elle est toujours un peu mouvante et que moi-même je peux faire mieux en termes de définir mon travail, mes centres d'expertise à la fois auprès du monde entier mais aussi auprès de moi-même. Là par exemple, la plupart des contenus que je crée en ce moment en podcast ou sur Twitch, c'est des analyses de séries télé. Ouais. Donc c'est du contenu très pop culture et qui c'est de la critique artistique mais qui par exemple n'a rien de spécialement engagé, politisé et tout. Moi dans mes avis, dans mes critiques, bien sûr, j'ai mon filtre de mes valeurs personnelles, mais c'est pas, c'est vraiment, c'est-il une série féministe, c'est pas ça le truc. Et d'un autre côté, je pense que j'ai encore un peu peur de créer du contenu estampillé 100% féministe, ou 100% militant en tout cas, parce que de mon expérience, tu perds sur les deux tableaux, c'est-à-dire que tu vas être trop féministe pour certaines personnes et pas assez pour d'autres, et du coup personne va être content. Moi, je préfère faire que de dire voilà ce que je fais. Je fais des trucs et si tu écoutes mes contenus, tu auras assez vite une idée assez bonne de mes valeurs et de ce qui m'anime. Mais je pense que je pense que s'il y a deux terrains sur lesquels je pourrais, je devrais et je serais 2025 peut-être plus présente, c'est sur cette expertise féministe au sens large parce que je suis aussi pas mal capable de traiter des questions LGBT+, des questions d'antiracisme, on va dire de la lutte contre les discriminations au sens large. J'ai une expertise d'autrice, j'ai écrit un livre moi-même et je suis conceptrice-rédactrice, donc il y a pas mal de livres qui existent auxquels j'ai participé et c'est pas forcément quelque chose sur lequel je communique énormément. J'ai créé avec une collaboratrice des ateliers d'écriture avec Kalindi Rampfel qui elle en est à son 2e roman en 1 an, elle communique à fond, elle fait une tournée des dédicaces et tout. Et il n'y a rien qui m'empêche de faire ça, concrètement, c'est juste, il faut le faire et on en revient à les priorités, l'énergie, tout ça. Mais donc, est-ce que j'ai une idée de ma place? Oui. Est-ce que je dirais que je l'ai bien définie et que j'y suis bien installée? Pas encore. Ouais, parce qu'au final, j'ai l'impression que tu te définis par ce que tu as envie de faire plus que ce que tu fais maintenant. En fait, ce que je fais, c'est créer du contenu, entre autres. En tout cas, c'est pour ça qu'on est là. Et ça bouge pas. Ce qu'il y a dans ce contenu, c'est plus, je dirais, c'est vraiment l'angle qui va changer. Ouais. Après, c'est sincère. Je suis sincèrement une personne passionnée de séries télé et je passe autant de temps à en parler dans un micro qu'à juste moi-même m'y intéresser et écouter des podcasts et tout. Les épisodes de Severance durent plus longtemps que l'épisode en lui-même. Oui, les débriefs de série durent plus longtemps c'est plus court de regarder, de binger la série que d'écouter tous mes débriefs. Mais c'est intéressant quand même de faire les deux à la suite. Moi, c'est ce que j'écoute et du coup, je produis ce que j'écoute. Et il y a peut-être de ça aussi, c'est que j'écoute pas, je pense pas que dans les podcasts que j'écoute, il y en a qui sont spécialement de droite, mais j'écoute pas des podcasts féministes, toute la série de, Les couilles sur la table, Nouvelles écoutes, machin et tout, qui avait beaucoup, beaucoup de podcasts féministes ou de lutte contre les discriminations. En fait, pour moi, c'était déjà le taf 8 heures par jour. En sortant du taf, j'avais pas envie d'écouter. Alors, on va parler culture du viol et tout. C'est bon. J'ai déjà fait ça au travail, quoi. Ouais, déjà, t'as travaillé dessus et puis,
t'es assez ouvert, enfin, tu connais le sujet, quoi. C'est pas comme si t'avais... Oui, après, il y a toujours, tu vois, parfois c'est des histoires, des tranches de vie, des choses comme ça. Mais même au-delà des sujets engagés, moi, j'écoute vraiment que des podcasts de gros nerds, des séries télé et d'autres œuvres littéraires. Je suis très fantasy et tout, donc voilà, j'écoute aussi des podcasts littérature et pas des podcasts, je sais pas, qui parlent société, politique, vie intime et tout. Ça a jamais été trop mon truc, alors que j'en fais. C'est aussi, voilà, j'essaye de faire ce que moi je consommerais, tout en sachant qu'il y a des choses que je consomme pas, mais je sais très bien faire. Genre, je sais très bien faire du contenu intime, touchant, émotionnel et tout, tu vois, me mettre, pour le coup, le cœur sur la table, comme disait l'autre. Les tripes à l'air, je sais le faire. Et je l'ai beaucoup fait chez Mademoiselle, et avec des retours très positifs. Et je pense que je le fais moins spontanément parce que c'est pas ce que je consomme moi comme contenu, et que du coup, bah, j'ai moins l'impulsion de le faire, quoi. J'ai l'impression que c'est souvent ça, en fait. Un créateur dans une niche, il va pas forcément consommer le reste de sa niche. Oui, je pense pas que je suis la seule à parfois faire des contenus que je regarderais pas forcément ou que j'écouterais pas forcément. Et après, c'est aussi le business, tu vois. C'est aussi, pour l'instant, mes projets podcast et Twitch, ils sont indépendants à 100%. Il n'y a pas d'annonceur, etc. derrière. Si demain, j'ai LVMH qui veut me filer 15 000 balles pour faire un podcast féministe, je vais faire le meilleur podcast féministe, t'inquiète même. Ah, ça va être trop bien. Et j'en serais probablement fière, tu vois. Je serais là, bon, je l'écouterai pas, mais s'il est cool, il est cool. C'est aussi, en fait, je sais le faire, quoi. J'ai cette compétence. Donc, mais probablement que le monde ne le sait pas assez. C'est à toi de taffer sur le sujet, quoi, pour le faire connaître. Ouais. Et en même temps, voilà, j'ai pas envie d'être reléguée dans une case. Je pense que c'est un peu le risque, surtout quand t'essayes de gagner un peu ta vie, parce que du coup, il faut bien que les annonceurs, les agences, etc. aient une étiquette un petit peu à te mettre, genre voilà, c'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation, du contenu engagé, du format court, du machin. Moi, j'aime bien être une créatrice plurielle, et j'ai pas plus envie d'être la meuf qui parle que de séries télé que d'être la meuf qui parle que des droits des femmes en podcast, tu vois. Ouais. Je pense que c'est justement la magie d'Internet, c'est qu'on peut être tout ce qu'on est et diffuser toutes ses passions sans prendre plus de place que ça chez soi, quoi. Et puis moi, j'ai l'impression, en fait, tu vois, sur les réseaux, tu te caches pas derrière tes prods. Tu vois, tu es sur Instagram. Oui. Et ce qui fait que, je sais pas, si tu lances un autre podcast, et ben voilà, tu seras un podcast de toi. Et il y aura pas de problème, les gens t'écouteront, quoi. Oui, voilà. Je résume un peu parfois mon métier en disant, en fait, ma brand, c'est moi. Ce que je vends, c'est moi. C'est vraiment Mimi Hegel. Donc, à la fois avec les côtés hyper geek, analyse critique de séries télé et tout, avec les côtés engagés, avec le côté, je peux me mettre un peu les tripes à l'air s'il faut et quand je le sens, avec le côté je sais écrire, avec le côté je sais transmettre puisque je donne des cours. J'ai été manager aussi, j'étais rédac chef quand même d'une équipe de 10 à 15 personnes pendant plusieurs années, donc ça aussi je sais faire, et j'ai pas envie de prétendre que je suis une de ces choses plus qu'une autre. Par contre, je sais qu'il y a certaines de ces choses plus rentables que d'autres. C'est ça. Ou alors juste des marchés entre guillemets dans lesquels j'ai pas encore trempé l'orteil. Tu vois, par exemple, j'ai jamais donc je donne des cours en études supérieures, mais j'ai jamais donné de formation ou de masterclass B2B, donc en interne dans une boîte, ce qui paye beaucoup mieux que des cours dans des écoles publiques, même si j'adore le public. Oui, disons qu'il y a de l'argent c'est dans aussi le privé, genre. J'ai pas encore commencé à travailler avec ça, donc c'est trop tôt pour dire. Je veux pas être reléguée à ça, genre déjà commence. T'auras de la marge avant d'être juste la meuf qui fait ça. Non, c'est sûr. Mais du coup, oui, et par exemple, je prends pas la parole sur les réseaux sur des sujets de société, tu vois. Et au final, je me rends compte que je l'ai jamais trop fait. Je faisais des articles sur Mademoiselle, tout simplement. C'était mon travail et ça me passionnait. Et c'est pas que je suis moins à l'actualité ou que j'ai moins d'opinion. C'est juste que je pense pas que je suis une personne qui va faire des stories à la suite pour dire oh là là la Palestine il faut aider machin tout ça pour dénoncer des choses etc. Je fais tout comme je fais pas des threads Twitter ou quoi, et en fait quand je réfléchis je l'ai jamais trop fait, donc c'est plutôt cohérent ce que je fais actuellement par rapport à qui je suis. C'est juste qu'il y a certaines compétences que j'ai apprises chez Mademoiselle qui, comme elles m'intéressent un peu moins, je les développe plus trop en ce moment. Notamment, je sais pas, réagir à l'actualité, tout ça. Mais il suffit que je décide de m'y remettre et je m'y mets, quoi. Ouais. Et personne me dira, non, mais toi, t'es la meuf des séries télé, on t'attend pas là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Personne ne me dit de ne pas faire de contenu politique. Je pense que les gens sont au courant. Quand même.
Et donc, actuellement, tu es sur Twitch. Donc là, c'est toutes les semaines, à peu près. Ça dépend des séries. Mais oui, d'accord. j'essaye d'avoir au moins un live par semaine. Un live par semaine. Là, en ce moment, tu débriefes Severance. Yes. Donc, plutôt cool. Je suis et j'attends le prochain. Ce soir, abonnez-vous, on est sur le chat. Tu fais aussi le Fab et Mimi Show. Tout à fait. Donc, avec Fabrice Florent. Et, comment tu la pitches, cette émission ? C'est une émission c'est un talk show de discussion à cœur ouvert entre deux amis qui mènent des vies différentes, qui ont parfois des opinions différentes et qui parlent de leur vie, de la vie et des autres, avec, je dirais, beaucoup de franchise, pas mal d'humour, on rigole bien quand même, et une vraie envie de se dire les choses, même quand c'est des sujets un peu compliqués, une vraie... on est d'accord pour ne pas être d'accord, surtout, et voilà, on essaye vraiment de faire on est amis à la vie, et on essaye de faire un contenu qui montre aussi que, donc c'est un homme, une femme, 15 ans d'écart, voilà, pas la même vie, lui, ancien PDG, fondateur de Mademoiselle, moi, plutôt salarié, vaguement podcasteuse indé, lui, père de 2 enfants, moi, complètement child-free, enfin voilà, plein de différences dans nos vies. À la base, il n'y a pas grand-chose pour vous réunir, quoi. Ouais, et mon ancien patron et tout, et pourtant, ça fait maintenant bientôt 13 ans qu'on est amis, finalement. Ouais. Donc c'est ce qu'on essaye de retransmettre et de discuter dans le Fab et Mimi Show, qui est un podcast indépendant qui sort tous les jours de la semaine. Ouais, vous enregistrez une fois par semaine, c'est ça ? Ouais. Et on découpe chaque... À la base, c'était un épisode par semaine qui faisait 2 heures, avec différentes rubriques régulières. Et au final, on a divisé, chaque rubrique sort, du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait des épisodes plus courts, parce que je sais que je suis en minorité. Quand je vois 15 minutes de podcast, moi, ça me saoule. Je suis là, non, mais c'est nul, ça sert à quoi c'est une intro, 15 minutes. Non, je suis un peu pareil. Il y a vraiment pas mal de gens qui ont... Tu vois, ils voient 2 heures, ils sont là, non, mais non, je n'ai pas ce temps. Et c'est plus simple aussi pour identifier de quoi on parle, partager l'épisode à tes proches, tu vois, je sais pas, genre, le Fab et Mimi Show recommande Sévrance, tiens, je t'envoie le podcast. Et puis ça fait mathématiquement plus d'écoute, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix. C'est vrai que ça fait pas forcément plus d'audience, mais ça fait plus de chiffres, et plus d'écoute, et plus de pubs. Oui, c'est ça, c'est que c'est un podcast indépendant qui pour l'instant n'est pas rentable au vu du temps qu'on y passe et du matériel qui a été... acheté à la base pour le faire. On l'a lancé en indé en sachant qu'il serait pas rentable tout de suite, mais le but c'est quand même de gagner de l'argent avec. Donc pour avoir des annonceurs, il faut le plus gros chiffre d'écoute. C'est toujours la règle. Plus d'écoute, c'est toujours mieux. C'est ça. Et du coup, c'est quoi les sources de revenus que tu as ? Donc il y a un Patreon pour le Fab et Mimi Show. Alors, il y a un Patreon pour le Fab et Mimi Show qu'on se partage du coup équitablement. Ouais. J'ai mon Patreon perso, que j'ai lancé, c'est un des premiers trucs que j'ai lancé après être partie de Mademoiselle, et je suis très chanceuse parce que les gens suivent et restent abonnés depuis parfois du coup 2 ans et demi, et que ça me fait une vraie rentrée d'argent mensuelle sur laquelle compter, puisque nous, Patreon, c'est un système d'abonnement mensuel. Ça te fait une bonne base, quoi. Ouais, ça me paye ma part de loyer, tu vois. Ouais. Tous les mois, je sais que, entre guillemets, le loyer il est payé parce que le virement Patreon, il arrive, ce qui est une chance. J'ai mes droits au chômage, donc j'ai toujours le chômage. Généralement, j'ai pas beaucoup et pas tous les mois parce que je gagne assez, entre guillemets, mais ça décale mes droits. Donc, oui, parce que du coup, ça fait plus de 2 ans. En tout cas, j'ai toujours plein de jours de chômage. Ouais, d'accord. Pour lesquels j'ai cotisé parce que j'ai été salarié pendant 10 ans. Et après, j'ai des missions qui sont parfois d'enseignement, parfois d'écriture. Donc là, c'est des contrats d'édition avec des droits d'auteur, etc. Donc c'est pas juste sur facture, quoi. J'ai des missions un peu plus d'influence où je vais faire des collaborations commerciales, par exemple avec une marque de culottes menstruelles qui me paye en argent et pas en culottes menstruelles, des choses comme ça. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quand même un peu. Et puis j'ai un peu d'abonnement sur Twitch, un peu d'abonnement payant, plus tu vois, t'as un peu de pub sur Twitch, un peu de pub sur tes podcasts, à la fin j'ai peut-être 100 balles par mois on a diffusé des pubs sur tes contenus et les gens les ont entendus parce que voilà, mais c'est des trucs automatiques comme les pubs YouTube, tu vois, c'est pas des partenariats. Mais bon, l'un dans l'autre, comme je commence à avoir quand même pas mal de contenu, c'est toujours ça. Ouais, ça s'additionne, quoi. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font à Cast en ce moment, mais j'entends plus de pub, nulle part. Ah ? Enfin, il y a quasiment pas de pub. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je pense que les mois prochains, il y aura pas grand-chose. Je suis chez Acast, donc... Ouais, pareil, et je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de pub. Et c'est pour ça, en vrai, que j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier aussi. Ouais. C'est parce que j'ai vu des créateurs et créatrices
soit devoir s'arrêter, ou en tout cas revoir leur business model parce que la nouvelle plateforme à la mode n'était plus la leur. Moi, tu vois, j'ai grandi avec les blogs et tout. Genre, j'adorais l'époque des blogs. Bon, bah, va vivre de ton blog BD comme à l'ancienne en 2025. Et j'ai vu aussi des créateurs et créatrices ou des médias se forcer à suivre la plateforme à la mode, même si c'est pas finalement leur type de contenu qui leur va le mieux. Et je pense notamment au moment où, en 2013-2014, Facebook a décidé de pousser à fond les contenus vidéo. Ouais. Et du coup, plein de médias web qui dépendaient beaucoup de Facebook pour la fréquentation des articles sont mis à faire du contenu vidéo, qui était en plus artificiellement poussé par Facebook. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que les chiffres de vues étaient totalement faux. Ah oui, d'accord. Et ça fait qu'il y a des médias qui sont séparés d'une partie de leur rédaction pour la remplacer par des gens qui savent faire de la vidéo courte, tu vois, des formats un peu réseaux sociaux friendly. Ouais. Et une fois que Facebook a arrêté de monétiser ces vidéos, ils n'avaient plus de rédacteurs, ni de rédactrices, et plus d'argent. Donc je suis aussi un peu éduquée à le contenu reste, les plateformes changent, donc mets pas tous tes œufs dans le même panier, mets pas tous tes revenus dans la même source ou dans la même plateforme, et focalise-toi sur le fond plutôt que sur la forme. Aussi parce que c'est ce qui m'intéresse, mais je serai jamais une tueuse de montage TikTok, tu vois. C'est pas la peine que je passe 6 mois à essayer de le devenir, alors que n'importe quelle gamine de 18 ans avec un smartphone, elle a instinctivement, il y en a qui feront mieux que moi. Et donc, je vais juste pas compter sur TikTok pour payer mon loyer, ou sur Twitch, tu vois. Il y a aussi des questions des fois de, là, ça se voit beaucoup avec conjoncture actuelle aux États-Unis. Mais si tu crées du contenu, genre sur Twitter, et ta commu, elle est majoritairement sur Twitter, et Elon Musk, il rachète Twitter, il fait un salut nazi, tu peux être en mode... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Ou juste Elon Musk qui rachète Twitter et les annonceurs ils désertent parce que les contenus sont plus modérés. Enfin, j'ai vu des business se cracher ou devoir en tout cas être sérieusement revus parce que on comptait sur une plateforme et elle nous a lâchés. Je le vois avec les youtubeurs et youtubeuses qui ont fait des mains et des pieds pour essayer de plaire à l'algorithme de YouTube dans tous ces changements d'humeur et qui... maintenant, pour beaucoup, on des systèmes Patreon ou Tipeee, ou en tout cas des façons pour leur public de les soutenir, peu importe où ils sont. Et ça, je trouve que c'est très sain de ne pas dépendre d'une plateforme et des règles de cette plateforme, surtout que c'est des plateformes privées américaines. Donc, on n'a pas de... Enfin, si demain YouTube ferme, quoi. Si demain YouTube veut faire sauter toutes mes vidéos, il faut sauter toutes mes vidéos. C'est ça. Genre, je n'ai pas la approprier, je peux pas... Ils peuvent, c'est une boîte privée. Après, on pourrait se dire la même chose sur Patreon, tu vois, ils pourraient fermer du jour au lendemain. Oui, mais l'argent, je l'ai. Ouais, oui, t'as l'argent, mais t'as l'argent de jusqu'à maintenant. Oui, mais si je comptais que sur Patreon, je connais des gens qui sont que sur Patreon, je serais un peu inquiète parce que on l'a vu avec c'était Tipeee en France qui avait eu des doses parce qu'ils voulaient pas fermer des cagnottes d'extrême droite. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Et beaucoup de créateurs à ce moment-là, du coup, se sont posé la question. Mais bon, transférer une communauté payante d'une plateforme à l'autre, t'as forcément de la perte c'est sûr. sur la route. Et le faire en plus pour une raison d'engagement politique, y a peut-être des gens qui vont dire moi je veux pas te suivre parce que je sais pas, je suis pour la liberté d'expression, whatever. Donc certes j'ai mon loyer sur Patreon, mais pas le reste de mes dépenses et de mes revenus, donc j'essaye de gérer un petit peu toutes mes poules aux œufs d'or. Ouais, c'est pas mal. Qu'une seule oie aux œufs d'or. Après, ce que j'aime bien avec Patreon, c'est que ça te fait quand même une bonne base de super fans. Oui, et je trouve qu'il y a un côté extrêmement gratifiant en tant que créateur ou créatrice de voir que les gens ils payent directement mon contenu, tu vois. De savoir aussi que dans ce qu'ils payent, il n'y a pas 50% qui va partir chez Amazon. Parce que Patreon prend 8%, je crois, ce qui est quand même il me semble, plus raisonnable. Et pour moi, la rémunération directe, là sous format d'abonnement, donc mensuel, mais parfois c'est des dons uniques qu'on peut faire, c'est une des seules façons d'avoir de la création de contenu qui reste saine et qui ne dépend pas uniquement des annonceurs et des plateformes avec leurs règles qu'on connaît et qui sont forcément drivées par, à la fin, le profit, quoi. Donc, moi, je suis d'accord avec toi que je trouve ça très, très sain, les formats Patreon, Substack, etc., de devenir, en fait, un peu son propre média et de récolter ses propres abonnements. C'est pas une bonne nouvelle pour le journalisme. Clairement, je pense aussi que je pourrais pas avoir en 2025 la carrière que j'ai eue en 2012 chez Mademoiselle. Je vois les journalistes web que je connais à quel point c'est la galère d'avoir un job et de porter leur sujet au sein de leur rédaction aussi.
Surtout quand c'est des sujets autour de la creator economy, de l'influence et tout, il y a encore pas mal de médias qui sont là en mode « Ah oui, c'est les youtubeurs, Squeezie et tout, c'est pour les enfants ». Donc là, c'est quand même une liberté de... Je peux rentrer là, même quand je pars dans le métro, je peux décider de publier un pamphlet politique sur Patreon et personne va m'en empêcher, quoi. Vous dire 7. Pour moi, Patreon, c'est idéal parce que c'est mensuel et que du coup, ça me fait un peu de visibilité, vu que pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup de clients réguliers, de trésorerie, tu vois. Je peux pas me dire, je sais que tous les printemps et tous les automnes, j'ai tel et tel client, telle et telle mission annuelle. Donc, Patreon, c'est un de mes rares revenus vraiment réguliers à ce point-là. Ouais. Et de mon expérience, en tout cas, les gens se désabonnent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où mon Patreon est très actif, notamment quand il y a les séries inspirées de Game of Thrones, donc House of the Dragon, et là bientôt le Chevalier... bref, la nouvelle série, quoi. Et le Chevalier Errant, je crois. Et il y a des périodes où mon Patreon il va être beaucoup moins actif, ou alors ça va être pas des contenus exclusifs, mais simplement des avant-premières de genre, t'as le podcast Sévrance, mais genre 2 jours avant qu'il soit gratuit, donc vraiment l'intérêt de payer il est un peu moindre. Mais en fait, une fois que les gens sont abonnés, surtout quand c'est des abonnements de 3 à 5 euros par mois, moi ma commu c'est plutôt des trentenaires, des gens de mon âge, donc qui sont pas dans la full galère des étudiants. Et en fait, ça se maintient, quoi. J'ai pas il y a plus House of the Dragon, bam, la moitié des gens se désabonnent et ils reviendront pour la saison prochaine. Les gens, ils restent, tu vois, ils sont là, et c'est aussi une façon de soutenir, quoi, mon travail. Mais ça aurait pu... c'est rassurant. Ça aurait pu être une question que tu aurais pu te poser en mode, mais quand j'aurais fini de débriefer cette série, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est une question que je me suis posée, et à la base, j'ai créé direct sur mon Patreon différents types de formats et différents types d'abonnements liés. Donc à la fois, il y en a un pour les podcasts, il y en a un pour un format écrit que je fais qui s'appelle les récaps rigolos, il y en a un pour... je fais des recettes de cuisine, il y en avait un pour avoir un autre contenu en avant-première mais qui n'existe plus. Enfin, je sais aussi que vu que je fais plein de choses, il y a des gens qui me suivent pour un type de contenu et pas les autres. Ouais. Et qui vont pas forcément... ils s'en foutent un peu de mes recettes de cuisine, mais ils aiment bien les blagues sur Game of Thrones. Okay. Ils ont un abonnement juste les récaps rigolos de Game of Thrones. Okay. Et en fait, aussi quand j'ai créé mon Patreon, on pouvait pas faire autre chose qu'un abonnement annuel. Maintenant, on peut, vendre les contenus, les posts, soit à l'unité, soit par collection. Genre toutes mes recettes, c'est un bundle, il coûte 15 €, et puis il est mis à jour. Dès que j'en publie une nouvelle, il sera ajouté, et vous n'avez pas à repayer. À l'époque où moi je me suis lancée en 2022, c'était pas une feature disponible. Et du coup, il y a des gens qui se sont inscrits juste pour House of the Dragon, et qui sont juste restés abonnés à mon Patreon depuis, même si pendant 2 ans, il y a eu 0 épisode, 0 couverture de ma part, parce que je savais pas de saison à regarder, quoi. Donc, c'est aussi à la fois gratifiant, et ça permet un peu de voir venir. Je sais, en tout cas, combien Patreon va me virer le mois prochain. Ouais, c'est ça. C'est déjà ça, tu vois. C'est pas comme un algo YouTube où tu vas percer, tu vas retomber. Ouais. Enfin... Oui, clairement. Je pense pas qu'il y a encore beaucoup de découvrabilité, tu vois. Genre, je sais pas s'il y a... Il n'y a pas trop des recos Patreon, genre vous aimez le Patreon de Mimi, allez vous abonner à celui-là. Mais en tout cas, il y a une belle fidélité, ça c'est chouette. Par contre, tu peux en recommander toi. Ouais, j'en ai quelques-uns que je recommande sur ma page et qui me rendent l'appareil. Mais bon, c'est des potes, quoi. C'est genre Florent, mon compagnon, voilà. Ouais, donc en gros, ceux qui te connaissent les connaissent normalement, limite. Voilà. Ouais, ok. En fait, le seul truc avec Patreon aussi, c'est le problème des cartes bleues qui au bout d'un moment... Expire, ouais. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais... Ah non, j'avais pas fait gaffe. Je vois le problème, oui. Ah ouais, non mais... Du coup, le paiement ne passe pas. Ça passe pas, et puis en fait, t'as des gens, ils sont contents, tu vois, de soutenir. Tu vois, c'est un truc, ils y pensent pas, ils vont même pas écouter ce que tu fais, parce qu'en fait, ils sont juste là pour soutenir. C'est comme, je sais pas, moi, je donne tous les mois à Médecins Sans Frontières, tu vois, j'y pense pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et si demain, mon don, je sais pas, il y a un bug, il est annulé, je me rendrai pas compte. Il faut qu'eux, ils m'appellent. Moi, j'appelle pas les gens pour dire ton Patreon n'est pas passé ce mois-ci, t'es où? Et peut-être qu'on devrait faire ça, parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de pertes quand même. Service après-vente du Patreon. Ok, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des contenus en ce moment que tu regardes que tu as envie de recommander? Pour la Sévrance Family, les débriefs de Captain Popcorn sur YouTube sont à la fois très instructifs et beaucoup plus courts que les miens, puisqu'ils durent une vingtaine de minutes. C'est du YouTube. C'est du format YouTube, donc en plus vous avez les images de l'épisode en même temps. Je recommande Cool Down, le podcast animé, certes par mon compagnon, mais un podcast jeux vidéo indé très quali. Et j'ai beau ne pas suivre beaucoup l'actualité jeux vidéo, j'aime bien le gaming et je me tape des barres en écoutant surtout, c'est drôle. Ça, c'est toujours bien.
Il y a, si vous connaissiez mon travail chez Mademoiselle, allez écouter 4 quarts d'heure, le podcast avec que des meufs avec qui j'ai bossé chez Mademoiselle et qui sont très très drôles au micro et qui racontent à la fois leur victoire et leur galère toutes les semaines dans vos oreilles. Et puis, et j'ai une nouvelle émission sur Twitch chez ma collaboratrice Marie Kigai. Okay. Ça s'appelle Tea Time et c'est une émission mensuelle où en gros, on juge les gens. On juge la vie des gens. On prend des posts sur les réseaux ou des trucs que les gens nous envoient pour savoir, genre, est-ce que c'est moi qui suis en tort ou pas. C'est du sujet trou de balle. Ouais, voilà, le trou de balle ou des trucs genre, voilà, est-ce que j'ai trop réagi, mal réagi, des choses comme ça. C'est trop bien ça. Du coup, on échange entre nous et avec, bien sûr, le chat. Et parfois, on a la personne qui a témoigné qui dit, c'est moi mon histoire, alors parce que des fois, on a besoin de détails. Donc, c'est vraiment fun. Je dis sur Twitch parce que c'est à moi de faire le replay podcast et je l'ai pas encore fait. Okay. Mais il y a Tea Time sur la chaîne de Marie Kigai du coup. Et ça viendra en podcast. Et ça sera très très bientôt vite en podcast, dit-elle depuis 3 mois, mais bientôt vite. Ouais. C'est marrant parce que les recos que tu as donnés, j'ai l'impression que c'est beaucoup justement des créateurs qui étaient dans des médias auparavant. C'est vrai que je connais plus, en tout cas dans ma vie perso, je suis pas pote avec beaucoup de gens qui sont créateurs de contenu à 100% comme on disait, tu vois, genre qui sont lancés dans leur chambre et tout, j'en connais. Mais on n'est pas forcément, on va pas forcément boire des coups tous les 2 jours, quoi. Et je pense que ça fait partie de ce que moi j'apprécie faire, c'est une forme de vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, par exemple, qui peuvent lancer un live Twitch, ils savent pas ce qu'ils vont faire, de quoi ils vont parler, ils sont juste en mode... Des fois, ils jouent un truc, ils parlent pas pendant 10 minutes et tout, et moi, ça me ferait trop stresser, parce que je serais là, mais je suis censée, genre, animer, tu vois. Il y a des personnes qui me regardent, en fait, je sais pas quoi dire. Ou tu sais, des fois, qui font des trucs complètement à la en mode, il y a le livreur qui arrive, il se barre, il y a personne devant la cam et tout. Moi, je pense, mais c'est ma formation, quoi. C'est 10 ans de médias et de voilà comment on fait un contenu. Ouais. Il y a toujours, même quand je fais des trucs à la mort moelle-neu et tout, j'ai toujours en tête un peu un conducteur, un peu un titre sympa, un peu des rubriques, parce que c'est comme ça que mon cerveau a été entraîné à fonctionner. Mais je pense que ça me rend service dans le sens où, notamment sur Twitch, j'ai un profil qui est pas si courant, qui est que déjà je suis une femme, et que je peux parler de sujets très geeks, mais je peux aussi parler de sujets très politiques, société, etc. Ce qui fait que j'ai pu autant me retrouver dans des émissions de jeux de rôle de gros nerds que sur la chaîne de Samuel Etienne à parler de la transphobie de J.K. Rowling, tu vois. Ouais. Et je sais que si j'étais que journaliste, je serais pas invitée dans les trucs de gros nerds. Et si j'étais que une grosse nerd, je serais pas invitée pour parler de sujets trop sérieux. Donc pour moi, c'est une double casquette qui déjà dont je suis fière et qui me rend service. Et pour moi, c'est aussi un signe de l'évolution. Oui, en fait, maintenant sur Internet, il y a de plus en plus de contenu hyper pro, de gens qui se lancent en indé pour faire le métier qu'ils savent faire. Et on a des émissions qui ressemblent à des trucs de médias, de télé ou de radio. On a du budget, on a, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube ou en podcast. Il y a des choses qui se font qui n'ont absolument pas à rougir face à un travail journalistique. Et je pense que c'est parce que c'est le genre de contenu qui m'intéresse que je m'entoure aussi de gens qui font du contenu dans ce style et pas du pur, je sais pas, on va jouer à Valorant toute la nuit, tu vois. Tout respect pour Samuel Etienne et les autres noctambules, mais moi je fais pas ça. Et je regarde pas ça non plus. Donc. Ouais, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un cycle, justement, c'est peut-être vers 2022, où tu as pas mal de journalistes qui ont quitté leur rédac pour... le Covid, hein, mon gars. Pour se lancer en fait en indé. Ouais. Et je me demande pas si d'ailleurs, ce serait un peu la fin de ce cycle et le début d'un nouveau. Là, ce serait justement ces créateurs qui se rassembleraient. Pour faire un média ? Ouais, Origami par exemple. S'entendre, voilà. Honnêtement, pour le coup, je serais très frileuse à l'idée de lancer une boîte que entre créateurs de contenu. Parce que je pense que même si les créateurs de contenu sont des pros, ils sont pas des pros de tout. Et que je pense que c'est essentiel dans une dynamique de production de contenu qu'il y ait des gens qui n'en aient rien à foutre d'être devant la caméra ou au micro et qui soient très contents de jamais être visibles, de jamais être publics. Et d'ailleurs, les gros noms d'internet, ils ont des agents, des prods, des réals qui sont parfois quasiment leur bras droit, qui travaillent avec eux sur tous leurs projets et qu'on voit jamais, et c'est très sain. Donc je sais pas si demain je fonderais en plus un média, qui font un média en 2025, genre, faut vraiment pas aimer l'argent, quoi. mais ce serait... Mais après, je veux pas décourager, tu vois, chez Origami, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, leur financement participatif, il avait bien marché, ils avaient des abonnés et tout. Il me semble que c'est toujours
en cours, c'est pas fermé, quoi. Ouais, non, mais ça fonctionne bien, leur Patreon fonctionne bien, mais après, ils sont toujours sur la sellette parce qu'ils ont beaucoup de coûts, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est compliqué de rendre rentable un média. Et c'est moins dur à mon échelle, en tout cas, de me rendre rentable moi-même. Et aussi, je pense que maintenant que je suis indé, je ne porte que ma propre responsabilité. Si je dis de la merde, on va pas dire « Ah bah voilà, mademoiselle dit de la merde ouais. ». Donc je suis pas à représenter qui que ce soit. Si je fais une OP avec un annonceur, les gens ils sont pas contents, ils vont pas rentrer dans l'art de 12 autres personnes juste parce que moi j'ai fait un truc qui leur déplaît, tu vois. C'est juste, ils vont me dire à moi qu'ils sont pas contents et je serai là, ok. Ouais. Payer mon loyer du coup, bye donc. Ouais, c'est une autre façon de voir les choses, mais ouais, j'avais cette impression-là, tu vois, qu'il y avait une sorte de nouveau cycle de personnes avec le Covid qui s'étaient dit, bon, bah c'est cool, on va pouvoir bosser de chez soi, et puis qui commencent à se rendre compte que ils se sentent un peu seuls, tu vois. Oui, et que c'est pas facile de faire son trou et sa légitimité sur une plateforme qui est quand même déjà installée. Ouais. Twitch aussi, c'est en 2020 que Twitch s'est ouvert beaucoup à tout ce qui n'était pas du gaming, et donc a commencé à pousser les contenus qui convenaient plus aux médias traditionnels. Il y a une vague de médias qui ont lancé leur chaîne Twitch pour suivre le mouvement, et aussi parce que c'était les confinements, et qui en fait n'ont pas essayé de comprendre la plateforme, de comprendre ses codes, qui ont juste fait des émissions de télé sur Twitch, donc ils en ont fait 2 et puis ça a floppé. Pourquoi on n'a pas de viewers ? Peut-être parce qu'on ne fait pas du Twitch. Ils sont très rares et c'est pour ça que Samuel Etienne est autant un outsider, c'est qu'ils sont très rares à avoir réussi à mêler des vraies compétences journalistiques et une vraie légitimité sur la plateforme. Et c'est pas si facile, donc ça m'étonne pas que beaucoup, entre guillemets, en reviennent, mais parce qu'aussi, je veux dire, Twitch, il prend vraiment la moitié des subs, quoi. La plateforme, elle s'en bat la race. Il n'y a pas d'autre plateforme qui est aussi détendue sur... On va prendre 60%, peut-être, c'est pas grave. Pas de problème. Et je veux dire, c'est pas une petite coopérative agricole, c'est Amazon, quoi. C'est 70 même, je crois que c'est 70 et 50 pour certains happy few, ils ont le droit de garder, non pas 30%, mais 50% de l'argent que des gens payent pour eux. C'est-à-dire, c'est pas Twitch qui te paye, c'est des gens, ils mettent leur carte bleue pour te payer un sub, quoi. Et puis les annonceurs sont encore pas trop... C'est compliqué de pitcher Twitch aux annonceurs parce que les métriques de succès sont pas du tout les mêmes. Si tu fais un live et que t'as 1000 viewers, c'est super. Si tu fais une vidéo YouTube et que t'as 1000 viewers, c'est pas... juste pas fou. Et il y a un peu toujours ce truc de, ils aiment bien les gros chiffres. Ouais, ça reste 1000. Il faut leur dire, il y aura un gros chiffre. Mais bon. Après, faut vendre le replay derrière. Ouais, c'est ça, quoi. Carrément. Mais c'est en train d'évoluer et il y a beaucoup de... En fait, plus le milieu se professionnalise, plus il y a des gens qui vont faire les passerelles entre les différentes étapes qu'il faut qu'à la fin, ça devienne un secteur économique, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de boulot à faire. Ouais. Il y a du boulot à faire et il y a aussi... je pense qu'il y a du boulot à faire à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des annonceurs, au niveau... on a vu là, il y a une nouvelle loi sur l'influence qui est passée l'an dernier, donc les pouvoirs publics et les institutions doivent aussi s'adapter à ces nouveaux métiers et les encadrer pour que ça parte pas non plus dans tous les sens. Et il faut aussi une éducation du grand public, je pense une vraie éducation aux médias, à la fois sur le business, parce que certes, moi je suis très contente que les gens ils mettent leur carte bleue pour me donner de l'argent, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'abus, de dropshipping, de partenariats douteux, où des gens se sont ruinés pour leur influenceur préféré. Il y a le risque des relations parasociales, voilà, il y a il y a encore beaucoup de choses à, je pense, réfléchir en tant que société sur comment on considère les gens qui créent sur Internet et ce qu'ils créent sur Internet. Pour moi, c'est pareil que des gens qui écrivent dans un magazine ou qui tournent un film, mais c'est pas la même économie, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes attentes, et c'est encore tout jeune, quoi. Et puis c'est ouvert à tout le monde. Oui. Des adolescents, tout le monde peut créer sur Internet. Pour créer son podcast, c'est facile, il suffit de créer son podcast. Exactement. Tout le monde peut le faire. Ouais. Ce serait quoi d'ailleurs si quelqu'un devait se lancer en podcast genre en 2025 En fait, j'hésite à te demander un conseil ou alors tu as à suivre. Comment ? Tu as un business plan ? Non, mais en fait, j'hésite à demander un conseil à suivre ou un conseil à pas suivre. Tu choisis. Du coup, je dirais un conseil à pas suivre, c'est de faire un podcast parce que c'est à la mode, ou de faire un podcast sur ce sujet ou dans ce style parce que ça c'est à la mode. Je pense vraiment que surtout si l'idée c'est d'espérer peut-être avoir une petite longévité sur la scène podcast, de se concentrer sur soi, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime écouter, ce qu'on a envie de faire, et pas non plus, alors c'est peut-être moi j'avoue je suis pas une audiophile, je suis pas une stressée du montage et tout,
Je suis la personne qui fait le moins de montage du monde. Genre, mes montages podcast, c'est je cut la musique d'intro du live. Je cut la musique d'outro du live. J'upload. C'est un podcast. Voilà, c'est vraiment juste le son de mon live. Et en fait, c'est 2 personnes qui parlent, tu vois. À la fin, le contenu, il a pas besoin de beaucoup plus. Il pourrait être incroyablement plus taffé. Mais du coup, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et si vous vous dites, je vais faire, voilà, le podcast le mieux monté, le mieux taffé, le plus artistique. Je sais qu'il y a des gens qui apprennent des logiciels de montage hyper compliqués. Moi, je suis sur Audacity, qui est un truc gratuit et genre simplissime. L'important, c'est de dire ce que vous avez à dire. Et la forme, elle participe à ça, bien sûr. Mais vous mettez pas, je sais pas, les tripes en tire-bouchon si jamais la forme, elle est pas parfaite. Si vous êtes content du fond, pour moi, ça mérite de sortir, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que si tu attends que la forme soit parfaite, bah, tu vas attendre un long moment avant de lancer quoi que ce soit, quoi. Ah, je pense que la mauvaise idée, c'est de faire un podcast avec ses potes qui sont pas bons au podcast. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se font avoir par... On a un super bagou entre nous, du coup, il faudrait qu'on en fasse un podcast. Un peu comme avant, on disait, il faudrait qu'on achète un bar, qu'on organise des soirées. Ce que j'allais dire. Et en fait, il y a des gens qui, au micro, ils sont pas doués, et c'est pas grave. Soit ils veulent apprendre, et on a envie de leur apprendre, et c'est cool. Soit ils veulent pas apprendre, on n'a pas envie de leur apprendre, et il faut accepter qu'il y a des gens qui, je sais pas, tout comme moi, je serais jamais une très bonne graphiste, tu vois, alors juste, je sais pas l'œil pour ça. Et il y a des gens qui juste, soit ils coupent la parole tout le temps, ils parlent trop vite, ils articulent pas, ils parlent pas, genre vraiment il faut les secouer pour qu'ils disent plus qu'une monosyllabe. Ils font beaucoup de pauses, beaucoup de machin, qui font qu'au montage c'est l'enfer. Tout ça, ça s'apprend ou ça se désapprend, mais il faut qu'il y ait l'envie, quoi. Et merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Et du coup, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets C'est Mimi Hegel, MYHGL, partout. C'est mon partout. Blue Sky, Instagram, Twitch, je suis sur tous les réseaux. Très bien. Sauf sur TikTok, car je suis bien. Ok, et ben trop bien. Et ben on mettra ça dans la description. Merci. Merci encore. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et puis salut. Abonnez-vous. Merci.